l'éducation pour prendre des décisions communes relatives à l'éducation de nos jeunes, en y incluant tous les autres secteurs, y compris le secteur des affaires, qui est supposé aussi représenter. Nous préparons les enfants pour la vie, mais aussi et pour des emplois. Je ne vais pas élaborer dessus, donc commençons avec l'histoire du GOSPE qui a été fondée en 2007. Alors, le deuxième slide. Les objectifs du GOSPE, établir des organisations membres, des mécanismes de consultation pour l'orientation des politiques, contribuer à l'amélioration de l'accès, de la qualité, de l'efficacité et de la gouvernance du système, structurer le dialogue public-privé pour répondre aux besoins du développement national, mener un plaidoyer efficace exigeant une éducation de qualité pour tous les enfants haïtiens. Alors en 2005, je n'étais pas encore en contact avec le GOSPE, il n'avait pas encore été fondé. Il y a eu un grand colloque dans le but de la création de cette entité pour discuter de la collaboration. Et c'est pendant ce colloque aussi qu'on a commencé à discuter du concept de l'ONAP. Dans le rapport du colloque, l'ONAP est appelé ONP, mais dans le détail, c'est toujours déjà l'ONAP. Donc le GOSPE a été un des concepteurs et des architectes du vote de la loi sur l'ONAP de 2007. Le GOSPE a été créé en 2007, la première attestation du ministère des Affaires sociales du GOSPE de 2007, ainsi que le vote de la loi de l'ONAP en 2007. Donc, à ce colloque participait la FONEP, les Fondations haïtiennes de l'éducation privée, la DAE, Direction d'appui au partenariat public-privé, la CNEH, qui est connue comme syndicat d'enseignants, l'UPEPH, qui est une association de parents, la DEP, qui a été très active comme association de directeurs d'école, mais bon, dont on n'entend plus tellement parler, le CES et le Centre d'éducation spéciale. Alors, beaucoup de ces organisations-là ont fait partie du GOSPE après, mais ne sont pas nécessairement actives actuellement. Nous allons arriver sur les listes des membres qui sont encore actifs au GOSPE. Les personnalités présentes, il y avait Marie-Maud Banépol, Olivier Roche, Emmanuel Buteau, qui a été payé. Plusieurs de ces personnalités ont été ministres de l'Éducation, dont Emmanuel Buteau, Victor Benoît, Jacques-Éloi Alexis, Paul-Antoine Bien-Aimé, Georges Garçon-Mérizier, Maël Fouchard, Guy-Serge Pompidus et Kurt Jean-Charles. Les gens qui ont plus de 20 ans dans l'éducation en Haïti auront certainement reconnu la majorité de ces livres. Ça, ce sont les actes du colloque. On a un livret qui avait un rapport détaillé sur toutes les présentations à cette époque. Donc, il y a eu des ateliers de discussion et les conclusions de l'atelier concernant les mécanismes partenariats. Il y avait plusieurs ateliers, je me suis concentrée sur celui-là, qui a rapport avec notre rencontre aujourd'hui. Le rôle de l'État, régulateur, établissant les normes, superviseur du système, faiseur de politique. Rôle du secteur non public, conseiller l'État avec une approche participative, informer l'État, les parents, les élèves sur les réalités du secteur, participer aux décisions politiques, collaborer à l'exécution de projets, contribuer au suivi, évaluation, la dynamique de suivi et d'évaluation du partenariat. Maintenant, les conclusions de l'atelier de 2005 concernant l'Office national du partenariat, le cycle qui paraît dans le rapport, c'est l'ONP. À cette phase de discussion, il n'y eut plus de questions soulevées que de réponses. De quel partenariat parlons-nous? Après la question, puisque c'est une idée qui germait, qui a commencé à germer à cette rencontre, il y a eu quelques points clés soulevés. Il faut penser à la place des parents de l'école et il faut formaliser le lien entre le public et le privé.
Quelques modèles ont été proposés. Bon, dans les débats, c'était un modèle par Julien Daboué, expert en éducation de l'UNESCO, qui était présent. L'État, selon son modèle, l'État construit, le secteur public gère et l'État contrôle. Donc l'État serait un organisme plutôt de supervision, ce qui se lié peu avec notre réalité ici. 80% du parc scolaire est les mains du privé. Et durant le colloque des modèles éducatifs du Québec, de l'Amérique latine, donc la communauté gagnerait à une collaboration publique-privée dans le contexte du fonctionnement de ces institutions. Bon, les activités du COSPE, le COSPE a eu régulièrement, je dois vous dire, on n'avait pas eu de financement après 2016, mais nos activités avaient continué, nos bras ont été un petit peu rompus, comme un peu tout le monde, avec des difficultés à circuler. Parce qu'avant, avant 2000, jusqu'à 2017, 2018, tout se faisait en présentiel. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de Carrefour. Carrefour était la petite dynamique de l'institution. Mais donc les poules vers le sud de Port-au-Prince ont été très dures. Donc, nous avons des jeudis du COSPE, environ chaque 15 jours. Il y avait environ une quarantaine de personnes qui participaient, bien entendu, selon les présentations. Ça pouvait être plus, ça pouvait être beaucoup moins aussi. Et nous avons publié 10 bonnes pratiques en éducation. J'ai quelques compilations pour les distribuer. Donc, on a discuté en conseil d'administration 2 années de suite. On a préparé une affiche qui nous permettait de souligner ce que nous considérions de bonnes pratiques, l'alimentation scolaire, et l'éducation, la violence à l'école, l'éducation à la citoyenneté, etc. On faisait partie. Pour mentionner certains éléments qui ont été discutés aujourd'hui. Et la collaboration continue. Récemment, ce qui nous a gardé un peu en vie, on a amélioré nos pratiques à distance et en ligne, et on a une équipe du Canada qui collabore avec nous depuis 2015-2016. Ils avaient fait d'abord une formation de directeur à l'école, et ensuite une formation sur la littératie. Ils ont intervenu une fois c'était à Montana, une fois à l'université Quisqueya, une autre fois chez les sols de la rue. Donc, ils sont entrés à 3 reprises, ils cherchaient les fonds pour venir présenter pour nous en Haïti. Donc, avec ces gens-là, on a continué les formations en ligne. Et la toute dernière, le test OIA, entre 2024 et 2026, on a eu 8 fois par an des rencontres sur l'intégration de l'IA à l'école et de la technologie en général. Donc, laissez-moi voir, est-ce que j'ai tout dit? Ensuite, voilà. Voilà, et nous allons avoir une intervention au Centre marocain d'éducation physique à Marrakech à la fin de janvier 2027, à laquelle l'ancien ministre Nessimina Maniga va intervenir dans l'Assemblée plénière, et nous allons participer à une table ronde pour représenter Haïti. Alors, l'équipe du Canada travaille aussi avec le Maroc, qui a plus ou moins le financement de son éducation. Alors, comme c'est un pays francophone, l'idée c'est aussi de nous faire bénéficier des retombées de cet investissement. Et c'est à travers le campus virtuel du centre marocain qu'on a pu faire les formations en IA. Continuons. Voilà. Les exemples de thèmes que nous avons ouverts au jeudi du COSPE, il y a le programme de la petite enfance, Tipa Tipa. Tipa Tipa a fermé récemment, il y a peut-être 3 ans, mais ça avait commencé en 1997 en Haïti. Pendant toutes ces années-là, c'est l'institution qui a été la plus sollicitée pratiquement pour l'éducation à la petite enfance. Elle avait commencé, c'était financé par George Soros, un ami de George Soros qui était en Haïti avec Hillary Clinton. Il est originaire de l'Europe de l'Est, il était millionnaire aux États-Unis. Un ami lui a dit que s'il veut changer le monde, il doit commencer par la petite enfance. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a investi essentiellement dans les pays d'Europe de l'Est et Haïti, comme il y avait une mouvance vers la démocratie en Haïti dans les années 90. Donc c'est l'éducation pour la démocratie. Quel genre de citoyen on veut former pour être un citoyen actif dans sa démocratie?
Donc, les enfants avaient des choix, dans les différents ateliers, on leur donnait certains choix. Ils avaient le droit à la parole, ils apprenaient à parler en public, ils apprenaient à travailler en équipe. Donc, toute cette pédagogie qui rentre dans Tipa. Je n'en parle autant parce que c'est en tant que formatrice et membre de Tipa que j'ai commencé mes contacts avec le COSPE. J'ai représenté Tipa et au COSPE. Et après le tremblement de terre, le COSPE a eu énormément de personnes à venir parce que les écoles étaient fermées. D'ailleurs, il y avait presque une cinquantaine de directeurs d'école qui se réunissaient chaque jour pour discuter. Et le COSPE était la première institution à présenter une espèce de cahier de charge avec un rapport sur les retombées du tremblement de terre sur les écoles. Ensuite, on a eu plusieurs présentations essentiellement plus animées par Estelle Farrell sur le budget de l'État et la place de l'éducation dans ce budget. La bibliothèque scolaire en ligne avec Françoise Boyer-Tibul, qui a longtemps été directrice de la Bibliothèque nationale. Ensuite, un programme de Health, qui est un programme de bourse universitaire en Haïti qui marche extrêmement bien. Ensuite, la gestion et prévention de la violence à l'école, comme ça a été mentionné aujourd'hui. Et les 10 bonnes pratiques en éducation, comme j'ai pas mal de feuillets, j'en passerai après ma présentation. Vous pouvez continuer? Voici le feuillet. Donc, le feuillet, d'abord, il y a un français après. Priorité dans l'éducation, faire que expérience scientifique active, engagement jeune dans la communauté, à la protection environnementale, discipline sans violence, support pour l'utilisation créole, montrer les français, on va commencer à étudier dans ça, et utilisation technologique, le programme santé et nutrition, je ne vais pas dire ça, je veux dire, l'école là, encadrée, parents encadrés, l'école encadrée par eux, et puis par eux, influence dans l'école là. Une pédagogie qui sert besoin de tout, net alcoolé, inclusive, on en a parlé aujourd'hui. Formation chaque année pour professeurs. Ce sont les 10 priorités d'éducation qui avaient été déterminées par à peu près les 12 acteurs de l'époque. Alors, le réseau du COSPE exclut la CEC, le réseau public, la FED, le réseau protestant, Rastor, le Carrefour, Tipa, il y avait la CES qui a fermé, il y a d'autres institutions qui ont fermé. Mais ça représente un nombre assez important d'écoles, mais l'institution aussi comme la FONEP, qui est plus dans la formation et la recherche. Il n'y a pas d'école avec laquelle ils travaillent en dehors des projets. Ensuite, ça, en 2012, le COSPE a envoyé un consultant pour faire un répertoire des structures, enfin de petites structures locales, l'association qui travaille dans l'éducation. Et c'est classé, il y avait, on en a fait, je crois que c'était 120 classés par le département. Ça, c'est un livret avec ce répertoire-là. Et après ça, nous avons contacté ces institutions, celles que nous avons trouvées. Et j'avais fait la tournée il y a une équipe dont le président, M. Alix, M. Marc-Anthony Alix, qui a une école, le collège Côte-Plage, en Corfou, et moi, et un assistant, M. Niki Sully. On avait fait le tour du pays, on avait été pratiquement tous les départements, rencontrer les institutions qu'on avait pu joindre et par téléphone. Et par la suite, on avait monté des antennes dans le matériel, le bureau, dans chaque zone. En gros, on avait fait 8 voyages regroupant certains départements. Le nord-est et le nord ont été vus ensemble, le sud-est et le limite ont été vus ensemble. Après ça, on a été dans tous les autres départements. Voilà, et ensuite, donc voici les formations organisées avec nos collaborateurs haïtiens ou canadiens. La direction, leader de son école, la parole aux directions de l'école haïtienne, la pratique réflexive à l'école, littératie, savoir commun, la santé mentale et l'apprentissage, l'intégration de l'intelligence artificielle à l'école, c'est la plus récente. Les autres sont plus anciennes et datent de 2015 et 2018. Bon, la littératie, il y a une partie de la littératie qui avait été faite après, à distance, tout au long d'une année. Je vais voir le prochain. Donc, le potentiel de collaboration. Et
Le COSPI a beaucoup de contact avec la plupart des partenaires en législation. Nous avons la capacité de mobiliser et d'informer et la communauté éducative sur ce qui s'y fait. Ensuite, et nous avons un réseau de la diaspora aussi. J'ai parlé de ce groupe de Canadiens en particulier. Mais nous sommes en contact aussi avec d'autres réseaux. Je suppose que beaucoup d'entre vous, avec beaucoup de gens qui sont partis. Et personnellement, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Créole and Beyond, qui a tenté de pousser la production et créole et créole binaire, parce que la diaspora s'intéresse aussi aux écrits créoles. Nous avons commencé avec le groupe de la diaspora. J'ai pris contact avec quelqu'un, il a ici été très actif, il était dans un réseau de 800 femmes. On a cherché des femmes qui produisent en créole. Entre-temps, nous avons intégré dans le groupe Elisabeth Pierre-Louis, qui est responsable des réseaux de bibliothèque focale et Françoise Beaulieu-Tibune, mais qu'elle ne soit pas très active, qui est en contact avec nous aussi. Il y a la Cajou qui produit énormément en créole. Ma soeur qui est aux États-Unis travaille avec eux. En fait, il fait partie. Donc, on est en train de mobiliser les acteurs qui travaillent dans la production de matériel en créole. Éminent. Maintenant, nous aimerions travailler ensemble, harmoniser nos violons, du secteur privé et du secteur public, en utilisant des ressources communes de manière optimale. C'est de répliquer le travail qui se fait. Par exemple, pour le travail en commun, maintenant, il y a l'ONAP,